À 60 ans, Danny Briand brise le silence. Fidèle à sa réputation de chanteur discret, qui n'a jamais cherché la polémique ni les projecteurs faciles, il a choisi ce soir-là de tout déballer. Laetitia Hallyday, l'héritage de Johnny, le testament californien qui continue de déchirer une famille entière, mais surtout une vérité que personne dans le milieu n'avait encore osé prononcer à voix haute. Contrairement à d'autres, Danny Briand n'a pas attendu que l'affaire soit réglée pour parler. Il a dit ce qu'il avait sur le cœur, en direct, devant des millions de téléspectateurs, quand le risque était encore réel. Ses révélations sur le clan Hallyday dépassent de loin un simple soutien à David et Laura. Il va jusqu'à pointer directement l'entourage du doigt, sous-entendant que Johnny n'était plus tout à fait lui-même au moment de signer ce testament. Qu'il s'agisse de sa phrase sur la psychanalyse qui a glacé tout le plateau, ou de son soutien sans calcul aux enfants aînés abandonnés par leur propre père sur le papier, Danny Briand lâche les coups. Une chose est sûre, ces confidences ont fait l'effet d'une bombe. Vous parlez d'héritage et tout ça? Oui. Bon, évidemment, ça fait de la peine. Et qui va défendre le mieux l'héritage de Johnny? Moi, j'ai ma réponse. On s'aperçoit que ce n'est pas les bonnes personnes qui vont en même temps, transmettre. Quand même, ça me paraît logique que le père transmette au fils. Et je pense que c'est terrible pour un père de préférer des enfants plus que d'autres. Après, il y a un problème de psychanalyse. Pour comprendre pourquoi cette prise de parole a eu autant d'impact, il faut d'abord comprendre qui est vraiment Danny Briand, parce que son nom ne suffit pas. Il est né Daniel Cohen Biran le 28 décembre 1965 à Tunis. Ses parents immigrent en France quand il est encore nourrisson. La famille s'installe d'abord en banlieue parisienne, à Sainte-Geneviève-des-Bois, avant de rejoindre Paris. C'est dans la capitale qu'un enfant curieux et taiseux va tomber amoureux de la musique. À 14 ans, son grand-père lui offre une guitare. Le reste, comme on dit, c'est de l'histoire. Mais l'histoire de Danny Briand n'est pas celle d'une ascension facile. Il commence au cabaret, aux Trois Maillets à Paris, dans une époque où le swing et le jazz manouche ne font pas forcément recette. C'est le patron du cabaret qui lui lance un soir, en l'invitant à monter sur scène « Danny, sois brillant ». Le nom lui restera. C'est tout un programme. Sa carrière décolle au début des années 90 avec des titres comme Suzette, Havana, Dolce Vita. En 20 ans, il vend plus de 5 millions d'albums. Il remplit les salles, il tourne en Belgique, en Suisse, en France. Il est discret, il ne fait pas de scandale, il ne cherche pas à s'inviter dans les polémiques politiques. Et c'est justement ça le cœur du sujet. Cet homme-là n'a aucun dossier à défendre. Pas de passif judiciaire, pas de prise de position militante, pas d'alliance stratégique avec tel ou tel camp. Quand il parle, les gens écoutent précisément parce qu'on sait que ce n'est pas calculé. Et quand un homme comme Danny Briand accepte de se mouiller publiquement, c'est que quelque chose le ronge vraiment. Ce quelque chose, c'est l'affaire Hallyday. Pour saisir le poids de ce qui se joue en mars 2018, il faut revenir quelques mois en arrière. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteint dans sa propriété de Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine. Il a 74 ans. Il lutte depuis plusieurs mois contre un cancer du poumon. La France retient son souffle depuis l'été, et quand la nouvelle tombe, des centaines de milliers de personnes envahissent les rues de Paris pour lui rendre hommage. L'hommage national à la Madeleine devient une marée humaine. Le pays pleure son rocker. Mais derrière les caméras, dans le silence des coulisses, une bombe se prépare. Quelques semaines après les funérailles, le testament tombe. Un document rédigé à Los Angeles en juillet 2014, soit plus de 3 ans avant sa mort. Ce document lègue absolument tout à Laetitia Hallyday, la 4e épouse, et à leurs 2 filles adoptées, Jade et Joy. Absolument tout. David Hallyday et Laura Smith, les 2 enfants aînés, nés de relations précédentes, sont effacés du tableau. Pas un euro, pas une guitare, pas même un mot d'explication. Un trait de plume dans un testament américain et 30 ans d'histoire commune partent à la poubelle. Le choc est immense et il dépasse largement le cercle familial. Dans tout le milieu de la chanson française, des proches de Johnny, des collaborateurs, des amis de longue date n'arrivent tout simplement pas à y croire. Comment un homme qui a chanté toute sa vie l'amour des enfants, la fidélité, la famille, a-t-il pu signer un papier pareil? Et surtout, dans quel état d'esprit était-il à ce moment-là? Cette question, c'est précisément celle que Laetitia veut enterrer le plus vite possible. Quelques semaines après les premières contestations de David et Laura, son avocat fait circuler une lettre dans la presse. Le message est limpide. La veuve ne tolérera aucune insinuation, suggérant que Johnny aurait été manipulé ou influencé. Quiconque oserait avancer dans cette direction s'exposerait à des suites judiciaires. La menace fait son effet.
La grande majorité des artistes se tait. Les couloirs bruissent de commentaires, mais les micros restent éteints. Personne n'a envie d'aller au tribunal pour avoir dit ce qu'il pensait sur un plateau de télévision. Et c'est précisément dans cette atmosphère lourde, dans ce silence assourdissant, que Danny Briand choisit de parler. Ce soir-là, Danny Briand est invité dans On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Il est là pour promouvoir son album Rock and Swing. Il est là pour parler de musique, de scène, de ses projets. Mais Christine Angot, alors chroniqueuse de l'émission, attaque rapidement sur le vrai sujet brûlant du moment. La veille, Sylvie Vartan a accordé une interview dans laquelle elle exprime publiquement sa peine et son incompréhension face au testament. La mère de David parle d'un Johnny qui aurait renié son propre sang. On demande à Danny Briand ce qu'il en pense. Il aurait pu esquiver, il aurait pu répondre par une banalité polie, il aurait pu sourire et rediriger la conversation vers son album. Il ne fait rien de tout ça. Je l'ai trouvée assez bouleversante, dit-il en parlant de l'intervention de Sylvie Vartan. Il salue son courage, sa dignité, puis il poursuit, et là, la caméra est braquée sur lui. Ces histoires d'héritage, c'est quelque chose qui ne nous regarde pas. Mais comme j'ai des enfants, je me sens concerné quand même. La salle écoute, le plateau se tait légèrement. Il continue. Il parle de David, qu'il connaît bien, dont il respecte profondément le talent musical. Il rappelle que David n'est pas un héritier cupide qui rêve de millions. Il rappelle que David a écrit de belles chansons pour son père, qu'il l'a accompagné à la batterie sur scène, que ce qui se joue ici, c'est le nom, l'histoire, le patrimoine artistique, pas le compte en banque. Et puis il pose la phrase, directement, sans trembler. C'est terrible pour un père de préférer des enfants plutôt que d'autres. Un silence. Puis il fixe la caméra. Ce qui rend le geste de Danny Briand si fort, c'est qu'il était parfaitement conscient des risques. Il n'avait aucune obligation de s'exprimer. Il n'est pas de la famille. Il n'est pas un proche historique de Johnny comme l'était Eddie Mitchell ou Michel Sardou. Il est un confrère, un musicien qui connaît bien David, un père de famille qui a ses propres convictions sur ce qu'on transmet à ses enfants. C'est tout. Mais il y a quelque chose que beaucoup ont oublié en analysant cette affaire. Le fait qu'il ne soit pas de la famille est précisément ce qui rend ces mots si difficiles à démonter pour le camp de Laetitia. On peut décrédibiliser Eddie Mitchell en disant qu'il prend parti par lien du sang. On peut dire que Sylvie Vartan défend son fils, évidemment. Mais Danny Briand, il n'a rien à gagner. Il n'a pas de lien direct avec les protagonistes. Il parle en homme libre. Et ça, c'est ce que le clan de la veuve ne peut pas esquiver. La lettre d'avocat était pourtant là, rappelant à tous les artistes qu'une déclaration imprudente sur un plateau pouvait avoir des suites. Beaucoup avaient reçu le message 5 sur 5. La prudence était de mise. Le silence était la règle non écrite. Non, Danny Briand a choisi d'ignorer cette règle. Et le lendemain de l'émission, la séquence tourne en boucle sur les chaînes d'information. Ses amis lui rapportent qu'il reçoit des appels de plusieurs proches de Johnny qui le remercient en privé d'avoir dit tout haut ce qu'il n'osait murmurer qu'à voix basse. Pour David Hallyday, qui se retrouve souvent seul face à un mur médiatique très favorable à Laetitia dans les premiers temps, ce genre de soutien public compte infiniment plus qu'on ne le croit. Ce qui frappe aussi, c'est l'attitude de Danny Briand dans les jours qui suivent. Il ne téléphone pas pour atténuer ses propos. Il ne fait pas de mise au point dans la presse pour nuancer ce qu'il a dit. Il ne surenchérit pas non plus pour alimenter la polémique. Il tient sa ligne, celle de la justice et du bon sens, et il laisse le temps faire le reste. L'intervention de Danny Briand n'est pas un éclair isolé dans un ciel serein. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large qui va, au fil des mois et des années, déchirer progressivement le mur du silence. En mars 2018, plusieurs personnalités du show business commencent à sortir du bois. Sylvie Vartan a parlé. Eddie Mitchell a clairement choisi son camp. Brigitte Bardot, elle, s'invite sur Europe 1 pour déclarer publiquement qu'elle est écœurée et que si elle était Laetitia, elle remettrait à David et Laura ce qu'ils méritent. Tous ces gens décrivent à peu près la même réalité. Un Johnny coupé de ses anciens amis dans ces dernières années. Un Johnny dont les messages devenaient parfois étranges, comme s'ils ne venaient pas vraiment de lui. Un Johnny entouré d'une bulle hermétique dans laquelle très peu de personnes avaient le droit d'entrer. Mais ce sont les révélations de juin 2025 qui donnent à la phrase de Danny Briand une résonance tout à fait saisissante. Pascal Obispo, 60 ans, compositeur d'Allumer le feu, l'un des plus grands succès de Johnny, accorde une interview coup de poing au magazine Gala. Il révèle avoir été totalement écarté, non pas par Johnny lui-même, mais par l'entourage proche, parce qu'il était, dit-il, quelqu'un qui disait les choses telles qu'elles étaient. Il a été rayé de la carte.
de son vivant. Et il va plus loin. Il affirme que Johnny a été gourou à une certaine époque, que le rocker répétait à ses proches ce que ses conseillers lui soufflaient, que les meilleurs moments, c'était quand il se retrouvait seul, sans la smala autour, comme il dit. Parce qu'avec la smala, ce n'était tout simplement plus possible. Pascal Obispo précise même, dans une interview à la radio, que Johnny avait lui-même écarté Laetitia et son producteur Jean-Claude Camus pour se retrouver seul avec lui disant « Sache que dans la vie, on est toujours seul ». Ces petites phrases du taulier, Pascal Obispo les a conservées précieusement. Elles disent beaucoup de la lucidité d'un homme qui voyait ce qui lui arrivait, mais qui n'avait peut-être plus la force de l'empêcher. 7 ans après le plateau de « On n'est pas couché », la formule de Danny Briand sur la psychanalyse paraît presque prudente, presque douce même. Pendant que les langues se délient progressivement dans les médias, la machine judiciaire suit son cours. Au printemps 2019, la justice française porte un coup décisif à la position de Laetitia en reconnaissant Johnny comme résident fiscal français. Cette décision est fondamentale. Elle signifie que le testament californien ne peut pas s'appliquer tel quel sur le territoire français, où la loi interdit de déshériter complètement ses enfants biologiques. Laetitia, qui voulait faire appliquer coûte que coûte les termes de ce testament américain, recule. Elle renonce à faire appel. Et en juillet 2020, après plus de 2 ans et demi de bataille éprouvante, un accord est conclu entre les différentes parties. Un accord tenu secret dans ses détails, mais dont les grandes lignes fuient dans la presse. Laura Smet récupère une somme et des droits importants, notamment les droits patrimoniaux de la chanson Laura, composée par Jean-Jacques Goldman. David, lui, se désiste de toute action en justice. Ce n'est pas une victoire totale. Ce n'est pas non plus une défaite. C'est un compromis. Celui que les familles déchirées finissent toujours par trouver quand les batailles coûtent plus que ce qu'elles rapportent. Danny Briand, lui, ne refait pas surface sur le sujet après l'accord. Il a dit ce qu'il avait à dire en 2018. Il n'en démord pas et il n'en rajoute pas. Il continue sa carrière avec la même régularité, la même élégance discrète. En octobre 2020, il sort son album Hommage à Charles Aznavour, certifié disque de platine, preuve que son public reste fidèle. Il tourne, il joue, il vit. Mais dans la mémoire des fans de Johnny, et surtout dans celle de David et Laura, le geste de ce samedi soir de mars 2018 reste gravé. Il faut également parler d'une disparition récente qui a replongé cette affaire dans l'actualité. Nathalie Baye, la mère de Laura Smet, s'est éteinte le 17 avril 2026 à 77 ans des suites d'une maladie dégénérative. En 2018, elle avait publiquement mis en cause l'attitude de Laetitia envers les enfants aînés de Johnny. Avec sa disparition, une voix protectrice s'est éteinte, et la question de l'héritage, de la mémoire, de ce qu'on transmet aux enfants qu'on aime a résonné plus fort que jamais. Aujourd'hui, Danny Briand a 60 ans. Il est en pleine forme artistique, probablement dans l'une des périodes les plus sereines de sa carrière. Son 13e album, intitulé 70s, est sorti le 27 septembre 2024. Un disque conçu à partir d'une suggestion de son frère, qui lui a simplement dit « Tu as beaucoup exploré les années 50 et 60, mais les années 70, c'est une époque musicalement très riche. » Danny avait 5 ans en 1970. Il s'est replongé avec délice dans l'univers de Joe Dassin, de Claude François, de Dalida, des mélodies qu'il portait dans la mémoire depuis l'enfance. Le résultat est un album chaleureux, dansant, ancré dans une époque qui sentait encore le vrai artisanat musical. Sa tournée Best of Tour sillonne la France, la Belgique et le Luxembourg tout au long de 2025 et 2026. Un rendez-vous très attendu à l'Olympia était programmé pour le 15 février 2026, promesse d'un spectacle de plus d'1h30 avec son big band, ses plus grands succès et l'énergie intacte d'un artiste qui n'a jamais simulé son amour de la scène. Sa vie personnelle, elle aussi, témoigne d'un homme qui a choisi la sincérité plutôt que la façade. Sa relation avec Nathalie Moury, mère de leurs 2 fils, Lino et Dean, a traversé des hauts et des bas. Il l'a reconnue publiquement en début d'année 2025 dans les colonnes de gala. On a eu des hauts et des bas, on se dispute comme tous les couples. Mais ce qu'il retient, c'est une chose qu'il avait mis du temps à comprendre. J'ai pensé que la famille était une prison, un endroit de névrose, alors que c'est une force. Cette évolution intérieure, cette réconciliation avec l'idée même de famille, résonne évidemment avec ce qu'il avait dit sur le plateau de France en 2018. Il parlait en père ce soir-là, pas en polémiste, pas en défenseur d'une cause abstraite, en père. Et quand on lui demande aujourd'hui encore ce qu'il pense de l'héritage Hallyday, il ne retire pas un mot de ce qu'il a dit.
il y avait un problème. Ce problème, les révélations ultérieures de Pascal Obispo et d'autres l'ont confirmé bien au-delà de ce qu'il avait lui-même formulé. Ce qui rend cette histoire si fascinante, 7 ans après les faits, c'est qu'elle ne se résume pas à un combat juridique entre une veuve et 2 enfants en colère. Elle pose des questions que notre époque préfère éviter. Comment protège-t-on un artiste à la fin de sa vie, quand sa célébrité elle-même le rend vulnérable? Qui contrôle vraiment ses décisions quand il est affaibli, isolé, entouré d'une bulle que lui-même ne maîtrise plus, et à qui appartient la mémoire d'une légende? À celui qui gère les royalties, à celui qui organise les expositions posthumes, ou à ceux qui ont grandi en l'aimant, qui ont appris à jouer de la batterie dans son ombre, qui portent son nom dans leurs chansons? Danny Briand a essayé à sa manière de répondre à ces questions ce samedi soir de mars 2018, avec ses mots de chanteur, sa franchise de père, son flegme de crooner. Il n'a pas changé le testament. Il n'a pas rendu à David et Laura leur place complète. Mais il a forcé tout le monde à regarder en face une réalité que beaucoup voulaient ignorer. Et ça, dans une affaire aussi verrouillée, aussi intimidante pour ceux qui s'en approchaient, c'était déjà quelque chose d'énorme. L'accord de 2020 a calmé les batailles juridiques. Les photos de David aux côtés de Laetitia en 2024, lors de l'anniversaire de Jade, ont donné l'illusion d'une paix retrouvée. Mais les cicatrices restent. Et chaque 5 décembre, quand revient la date anniversaire de la mort de Johnny, quelque chose se réveille dans cette famille qu'on appelle le clan Halliday, et dans tout un pays qui n'arrive toujours pas à refermer ce chapitre. Danny Briand, lui, a choisi sa place dans cette histoire. Une place simple, celle d'un homme qui a regardé la situation en face, qui a pesé ses mots et qui a dit ce qu'il pensait être juste. Pas pour faire la une, pas pour vendre un album, juste parce que parfois, le silence est une forme de lâcheté qu'un homme bien ne peut pas se permettre. À 60 ans, avec sa tournée, ses salles pleines, ses enfants qui grandissent, il a la sérénité de ceux qui ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et vous, maintenant que vous savez tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Danny Briand a eu raison de parler ce soir-là? Ou est-ce qu'il s'est mêlé d'une histoire qui ne le regardait pas? Dites-le en commentaire. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, vous savez ce qu'il vous reste à faire.